Petite Oui. introduction juste pour déjà donc pour dire que voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner des informations en début de saison sur les nouveautés. Ça permet de créer aussi un lien entre les juges arbitres, et je trouve que ça c'est important. Ça vous permet aussi à tous les juges arbitres qui nous écoutent de revenir vers nous, de ne pas hésiter s'il y a des questions ou si même après peut-être des propositions des fois de modifications que vous voudriez faire pardon, et que nous on fasse remonter ensuite. Donc voilà, ce lien il est important. On essaie de le mettre en place, de le créer. C'est la deuxième année, je crois, Je pense que c'est la troisième. C'est la troisième. Oui. Ouais. J'ai un doute sur le 3, mais 2 c'est sûr. Ouais. Bon, 2 ou 3, en tout cas, voilà, et on va essayer de faire ça à chaque début de saison. Et je remercie grandement tous ceux qui ont œuvré, et entre autres Vincent donc Suavé qui va faire la présentation que vous allez voir. Voilà, très bonne réunion. Merci Olivier. Alors, donc, réunion de rentrée des JAT, donc c'est l'intitulé que l'on a donné à ce type de réunion. Certains d'entre vous ont déjà assisté à celle qui concernait les JAE. Alors, rappel et nouveautés 2025. Bon, il faut rester modeste, hein. Rappel seulement sur quelques points. On ne peut pas en 1h30 faire des rappels sur tous les sujets, ça serait vraiment très vaste. Et les nouveautés 2025, donc les principales nouveautés qui concernent plus particulièrement les juges arbitres de compétition individuelle, hein. Voilà. Donc, on y va. Donc, voilà le programme de la soirée. Donc, licence et classement, règlement sportif, arbitrage. L'arbitrage, vous vous en doutez, ce sont c'est le rappel concernant l'arbitrage réglementaire en PACA, hein, qui doit être appliqué en PACA. Alors, un petit point aussi sur le tableau final, pour éviter de faire des tableaux finaux non équitables, hein, ça c'est le classique chaque année. Quelques éléments aussi à vous donner sur Moja. Et puis un rappel sur les documents à votre disposition et les sites ressources que vous pouvez utiliser quand vous recherchez une réglementation ou vous cherchez quelque chose de particulier. Vous avez différents outils, différents documents et sites à votre disposition. Et puis le classique question-réponse qui termine la présentation. Donc, on peut y aller. Alors, licence et classement. Petit rappel sur les types de licences, et quand je dis rappel, on commence par une nouveauté. Il y a une création d'une nouvelle licence club concernant le pickleball, donc pour l'année 2025, hein. Alors tout ce qui vous allez voir en rouge, ça signifie qu'il s'agit d'une nouveauté réglementaire de 2025. Donc une licence pickleball. Et un rappel donc sur l'ensemble des licences à disposition des joueurs, enfin des membres, hein, en fait. Donc la licence multi-raquette, bon, on commence par les licences club, la multi-raquette, le beach tennis, le paddle, la nouvelle licence pickleball, et enfin une licence qui n'est pas une licence club, qui est la licence hors club, anciennement appelée aussi licence web. Donc voilà les différents types de licences à disposition lorsqu'une personne souhaite prendre une licence dans un club ou par Internet. Et à côté, les tarifs correspondants, sachant qu'une partie du montant de ces licences est reversée au club, hein, vous voyez tout en bas, à droite, 3,10 € pour une licence multi-raquette et 2,60 € pour les autres licences paddle, beach et pickleball. Pas de reversement, bien sûr, pour une licence hors club, puisqu'il n'y a pas de club particulier derrière la licence, à la prise de licence, en tous les cas. Alors, un petit quiz habituel sur ce qui précède, donc les licences. Puis-je changer ma licence beach, paddle ou pickleball en licence multi-raquette au sein du même club ou dans un autre club en cours de saison? Bon, je pense que vous connaissez tous la réponse, hein. La réponse est oui, à condition de payer la différence entre le prix de la licence beach, paddle ou pickleball qui est à 26 € pour un adulte, et donc ajouter les 7 €
pour arriver aux 33 € qui représente le montant de la licence multiraquette. Donc 7 € et 1 € pour les jeunes d'écart entre une licence beach, paddle, pickleball et une licence multiraquette. Donc première question. Deuxième question, à partir de quel âge peut-on prendre une licence beach tennis, paddle ou pickleball? Alors si je reviens en arrière, vous voyez ici, la réponse est sur l'écran, puisqu'on vous indique que les licences paddle, beach, pickleball commencent à l'âge de 7 ans. Donc, à partir de 7 ans, un jeune peut prendre une licence de paddle, de beach ou de pickleball. Et sachant que de toute façon, même si ce n'est pas précisé pour les joueurs de 6 ans pour paddle beach, mais pour cela, il y a un tarif spécial, 6 ans et moins, vous voyez, à 13 €. Donc, ce n'est pas la peine de faire une licence pour les moins de 7 ans, puisque de toute façon, la licence multiraquette serait plus avantageuse au niveau du prix. 13 €. Donc, la réponse, si possible, de prendre une licence beach à partir de 7 ans au tarif de 22 €. C'est ce qu'on vient de voir sur l'écran précédent. Pour les 6 ans et moins, la licence multiraquette est plus avantageuse et moins coûteuse, puisqu'elle est proposée au tarif de 13 €. Alors, troisième question, si j'ai une licence multiraquette, puis-je avoir plusieurs clubs de rattachement en fonction de ma pratique? En fait, vous pouvez avoir une licence multiraquette dans un club, et puis dans ce club, il n'y a pas de piste de paddle. Donc, si vous souhaitez pratiquer le paddle, donc la réponse est oui. Vous aurez une club de délivrance de la licence multiraquette. Et ensuite, vous pourrez, par exemple, être rattaché à un club de beach et à un autre club de paddle pour disputer des épreuves par équipe, interclub par exemple, avec ce dernier. Donc, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs clubs de rattachement en fonction de la pratique que vous souhaitez pratiquer. Oui, c'est une répétition un peu facile. Autre question, alors, puis-je changer ma licence multiraquette? Je me permets, Oui. Vincent, on a François Talmont qui a une question là-dessus. François, il y a le micro activé et on t'écoute. Merci Benjamin. Vincent, j'ai une question concernant la licence multiraquette qui est prise dans un club de paddle qui n'a pas de cours de tennis. Comment peuvent faire les licenciés pour participer au championnat interclub? Alors, je me permets, ils ont reformulé, ils sont dans un club de paddle, ils prennent une licence multiraquette, c'est ça François? Oui, c'est bien ça. Et la question, c'est est-ce qu'ils peuvent participer au championnat par équipe? Voilà. Dans un autre club, donc. Il n'y a pas de tennis dans le club. Exactement. Ouais. Alors, non, on va le faire dans le sens inverse. Aujourd'hui, le rattachement, il va servir au tennis comme on a toujours eu l'habitude. Et ce qu'il va falloir conseiller aux joueurs, c'est de prendre sa licence multiraquette dans le club dans lequel il veut jouer au tennis. Et ce club-là lui permettra de jouer en championnat par équipe. Oui. Et il pourra aller faire les rencontres de paddle dans un autre club en montrant qu'il a une licence multiraquette dans un club qui est tennis et paddle. Tout à fait. Comme indiqué dans la réponse à la question, en fait. Dans le sens inverse, c'est impossible alors. Oh oui, il faut être dans le club de tennis. D'accord, merci. Ouais. Merci, Benjamin. Oui, en fait, c'est la réponse à la question. En replaçant la multiraquette dans le club, on va dire, principal, et ensuite en étant rattaché au club de paddle souhaité. C'est ça. Ouais, je profite de couper aussi dans le chat. Il y a Patrice qui m'a un petit émoji comme quoi il est étonné ou curieux. Peut-être Patrice, si tu nous entends, tu veux qu'on clarifie ça? Sinon, n'hésite pas à écrire dans le chat et on pourra répondre. Mais pour vous la faire facile, donc le joueur qui veut jouer au tennis et au paddle, il prend sa licence multiraquette dans son club de tennis et il pourra y jouer au paddle dans un autre club où nous, Ligue, on va le rattacher informatiquement. Ça n'existe pas encore. La fédération travaille dessus pour que sur une même licence, on puisse être rattaché dans un club A au tennis et rattaché dans un club B au paddle. Voilà. Donc François qui a la main levée. Oui, j'ai encore une autre question. Comment fait-on le rattachement pour l'adhérent? Alors, le tennis, pas de souci vu qu'il sera licencié dans ce club-là. Pour le paddle, c'est au moment où ils vont inscrire les équipes, ils vont mettre son nom et au niveau du comité ou de la ligue, nous, quand on vérifie les inscriptions, on va regarder qu'il soit bien multiraquette dans un club de tennis. Très bien.
Si demain le club a des cours de tennis et des cours de paddle et qu'il a une licence que paddle, forcément il pourra jouer qu'au paddle dans ce club-là. D'accord. S'il a une licence multi-raquette, même s'il y a des pistes de paddle dans son club, il pourra aller jouer pour un autre club au paddle. Parfait. Merci beaucoup. Et comme dit plus haut, s'il a une licence paddle uniquement, il pourra la convertir en licence multi-raquette en payant la différence, quoi. Alors, puis-je donc changer ma licence multi-raquette en licence beach, paddle ou pickleball, donc dans le sens un peu inverse, disons. Bah, vous doutez de la réponse, hein. Dans ce cas-là, c'est non. On peut faire évoluer sa licence beach, paddle, pickleball vers une licence multi-raquette, mais pas l'inverse, hein. Donc, il y aurait peut-être après des joueurs qui réclameraient un remboursement du trop perçu, mais ça devient compliqué, quoi. Alors, puis-je participer à une compétition de tennis avec une licence paddle? Donc, un peu répondu, enfin, plus ou moins, Benjamin. La réponse est non, hein. En fait, pour participer à une compétition de tennis, il faut être titulaire d'une licence multi-raquette. J'en profite pour rappeler aussi que nos amis joueurs en paratennis doivent avoir une licence multi-raquette s'ils souhaitent pratiquer le tennis fauteuil plus le paddle fauteuil, par exemple, hein. Et s'ils souhaitent pratiquer le paddle fauteuil uniquement, la licence paddle suffit, quoi, en fait, hein. Donc, c'était une parenthèse pour ne pas oublier le paratennis. Comment puis-je faire pour m'inscrire à une compétition de beach, de paddle ou de pickleball? Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils par TenUp, c'est pas possible. Donc, on conseille de consulter le calendrier des tournois en contactant le club par téléphone ou par mail, en fait, hein, si vous trouvez un tournoi de beach ou de paddle. Il n'y a pas de possibilité de s'inscrire, pas encore, via TenUp. Alors, la compétition orange, alors on va focaliser sur une compétition qui concerne plus particulièrement les jeunes, hein, bien sûr. Parce qu'il y a quelques nouveautés pour ce type de compétition. À partir de la saison sportive 2025, ces compétitions sont prises en compte pour le calcul du classement, alors qu'elles ne l'étaient pas l'an dernier, hein, 2024. Donc, nouveauté pour les jeunes. Et en fait, c'est bien de parler de calcul de classement, mais encore faut-il avoir un classement. Donc, il y a la création d'une 5e série de classements avec les classements 42 et 41. C'est pas certains vont prendre ça pour une blague, hein, mais non, c'est une nouvelle série qui est créée, donc 5e série, avec les classements 42 et 41. Hein, donc, ça permet, si vous voulez, pour les jeunes qui vont participer, d'arriver à les hiérarchiser, hein. Je ne sais pas si c'est le terme vraiment exact, mais en fait, pour connaître la valeur de... Je me permets, Vincent, parce que Oui. Comme j'ai mon petit qui a joué en format orange, en fait, Oui. Pour tous les juges arbitres, vous voyez bien que quand vous avez des petits oranges qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et qui jouent tous dans la même catégorie, ça peut poser des soucis parce que vous avez vraiment les débutants, vous avez les 10 ans débutants, mais qui sont quand même plus aguerris que des 6 ans débutants. Vous avez des 8 ans qui jouent très bien des fois et qui sont largement au-dessus des 10 ans qui sont débutants. Tout ça n'était pas du tout hiérarchisé et il y a une demande de pouvoir un petit peu différencier. Et c'est vrai que quelque part, quand vous avez des oranges qui vont commencer à un peu mieux jouer que d'autres, le fait de mettre non classé 41 ou non classé 42, 41, ça va permettre de dissocier un petit peu dans les tournois orange ceux qui ont déjà gagné plusieurs matchs et ceux qui les ont pas encore gagnés, ceux qui sont débutants. Voilà, c'est la petite précision, c'est surtout pour ça. Vraiment, je trouve que c'est un très, très, très bon point qui a été apporté par rapport à ça. Ouais. Je te redonne la main. Merci, Olivier, pour ces précisions. Et c'est un cas terrain, ça, puisque c'est un cas vécu. Donc, alors, comment un jeune peut-il obtenir un classement 42 ou 41, voire et après 40? En fait, les matchs, il faut qu'il dispute bien sûr des matchs en compétition orange. Et en fait, à partir de la 4e victoire, donc après avoir obtenu 4 victoires, le jeune obtient le classement 42. Donc 4 victoires, 8 victoires, 41. Et avec 12 victoires, il obtiendra le classement 40. Sachant que les matchs de simple et de double sont pris en compte
et les matchs de simple et de double joués en compétition orange, bien sûr. Et ce sont ceux qui ont été joués au cours des 12 derniers mois, à l'exception, bien sûr, des victoires par VO, hein, qui ne comptent pas dans les 4, 8 ou 12 victoires. Hein. Donc, voilà. Il y a une méthode, enfin, un moyen maintenant pour un jeune de différencier les niveaux, comme le précisait Olivier, hein, savoir entre un débutant et un jeune qui a quand même quelques facilité, enfin, plus de facilité pour jouer au tennis, donc on sait dire entre 42 et 40 quelle est la valeur un peu approximative du joueur. Pardon. Alors, les matchs disputés en orange n'ont pas d'impact sur les classements supérieurs à 40. Hein. En fait, c'est vraiment ciblé sur la 5e série et le classement 40. Hein. Et tout joueur qui a atteint un des échelons 42, 41 ou 40 n'est pas soumis au principe de descente. Hein, vous savez, dans le calcul du classement. Chaque publication de classement, un joueur peut se maintenir, peut descendre, peut monter. Mais ça ne concerne pas les joueurs qui ont un classement 42, 41, 41 ou 40. Hein, une fois un de ces échelons atteint, le joueur ne peut plus descendre s'il est licencié sur le millésime en cours ou le millésime précédent. Voilà. Donc, beaucoup de rouge, hein, pour cette compétition. C'est pour ça qu'il nous semblait intéressant d'en parler, hein, parce que c'est quand même une nouveauté qui peut être intéressante pour les jeunes joueurs. Et donc, beaucoup de modifications concernant ce type de compétition. Alors, concernant le classement, un quiz rapide, hein, sur les différents points. Donc, quand est calculé le statut ND, non déterminé, hein. En fait, ce statut est calculé une fois par an au moment de la sortie du classement, le premier classement de l'année sportive qui se fait donc au mois de septembre, hein, qui est publié au mois de septembre. Donc, le ND est affecté à certains joueurs. Alors, je vous rappelle que ce sont des joueurs. ND donc, est attribué lorsque un joueur qui a été au minimum classé 32 et qui n'a pas participé à une compétition de simple homologuée au cours des 5 dernières années. Donc, de façon à, entre guillemets, à l'obliger à faire une demande de reclassement s'il souhaite reprendre la compétition, on lui attribue un statut donc non déterminé qui ne lui permet pas de s'inscrire ni en compétition par équipe, ni en compétition individuelle dans les tournois et autres TMC et tout ce qui est compétition, quoi, en fait. Alors, faut-il être licencié pour participer au calcul du classement? Eh bien non, en fait, le calcul du classement est indépendant de la prise de licence. Toutefois, bien sûr, si vous souhaitez ensuite participer à une compétition homologuée tennis, et donc faire évoluer votre classement, il faut posséder une licence multi-raquette. Hein. Sinon, le classement, votre classement va descendre, vous allez descendre. Et donc, comme vous participez au calcul malgré que vous ne soyez pas licencié, après une descente à 31 en janvier 2024, je remonte directement à 15,5 lors du calcul de mai 2024, puis-je descendre à nouveau? Alors, petit rappel déjà, en fait, tout licencié classé, qu'il ait participé ou non à des compétitions homologuées, ne peut pas descendre de 2 échelons consécutifs en moins de 12 mois. Hein, donc là, on se dit, il est descendu en janvier. Donc, normalement, jusqu'en décembre 2024, on pourrait penser qu'il ne peut plus descendre. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un joueur remonte au classement, ça réinitialise le nombre de descentes sur la période. C'est-à-dire que le fait de remonter à 15,5 en mai 2024, dans les compteurs, on va dire, on considère que ce joueur n'est pas descendu. Donc, il pourra descendre à nouveau. Je ne sais pas si j'ai été clair. Hein, donc, oui, le fait de monter au classement réinitialise le principe de limitation de descente. Hein, donc, la base, c'est que tout licencié ne peut pas descendre de 2 échelons consécutifs en moins de 12 mois, sauf si entre-temps, il est remonté au classement, et dans ce cas-là, il a la possibilité de redescendre, donc en l'occurrence à 30 dans les mois suivants, puisqu'il est 15,5. Hein. Alors, il y a un cas particulier, hein, sans vous noyer de détails.
On a dit que la descente, c'était un échelon, donc maximum sur une période glissante de 12 mois. En fait, il y a le nombre de WO qui peut être un facteur qui peut être une exception, qui confirme la règle, hein, comme toujours. Vous vous rappelez que le nombre de WO impactant la descente au classement a été défini par tranche, en fait. Si le joueur a joué moins de 40 matchs, enfin jusqu'à 40 matchs, et qu'il a 5 WO, il descendra d'un échelon supplémentaire par rapport au bilan calculé. C'est-à-dire que s'il doit descendre à cause du calcul et qu'en plus, sur la période de 12 mois, il a 5 échelons en ayant joué moins de 40 matchs, ben, il pourra descendre de 2 échelons consécutifs dans ce cas-là. Hein, c'est un cas vraiment particulier, hein, où il y a un nombre important de WO. Donc, mais sinon, la règle de base est que pas plus d'un échelon sur une période de 12 mois. Donc, voilà pour cette partie-là. Hop là. Ah. J'ai perdu le... Non, c'est bon? C'est toujours bon? Oui. Alors, oui, puis-je monter à un échelon supérieur si je n'ai pas battu un joueur classé à cet échelon lors des 12 derniers mois? Alors, par exemple, je suis 15-4 et j'aimerais monter 15-3, mais je n'ai battu aucun 15-3 au cours des 12 derniers mois. Ben, en fait, pour monter à un échelon supérieur, il faut vraiment avoir battu sur le terrain, hein, donc un joueur du classement auquel on aspire on veut arriver, quoi, en fait. Donc, je voudrais monter 15-3, je suis 15-4. Ben, il faut absolument que je batte un 15-3. Alors, comment puis-je avoir un classement paddle beach à partir de mon classement tennis? Alors, vous pouvez faire une demande d'assimilation auprès de la direction paddle ou beach, hein, auprès du service beach tennis, si votre classement tennis est actuellement ou a été supérieur ou égal à 15, en fait, hein. C'est Ils ont essayé d'automatiser ça, Vincent, donc à bien vérifier pour le joueur. Logiquement, lorsqu'il va s'inscrire sur le premier tournoi, s'il a été 15 ou mieux, automatiquement, le juge arbitre va le retrouver avec l'équivalence classement. Automatisé, donc. Ouais, ils ont essayé d'automatiser ça. Si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à écrire sur le service paddle, sur le service beach tennis. Voilà, au service concerné par la discipline. Ou auprès de nous à la Ligue, on fait le lien avec eux, il n'y a pas de souci. J'ai mis dans le chat, mais on redira à la fin le mail commun qu'on a, compétitionpluriel.paca@fft.fr. Ok, merci. Alors, quelle est la date de sortie du classement pour chacune des disciplines? Donc, ça a été harmonisé, en fait, hein, tennis, beach et paddle. Les 3 disciplines, donc, sont désormais alignées et leur sortie de classement a lieu le premier mardi de chaque mois, hein. Donc, par contre, la période de prise en compte peut être variable, peut varier entre les 3 disciplines, hein, en fait. Disons que, par exemple, pour le tennis, le premier mardi de chaque mois, les résultats pris en compte s'arrêtent au dimanche 2 jours avant qui précède le mardi de sortie, alors que pour le beach et le paddle, c'est un peu différent, hein. En fait, ça s'arrête tu me corrigeras, Benjamin, si je dis une bêtise, mais ça s'arrête à la fin du mois qui précède. Le 30 ou le 31 du mois qui précède la sortie de la publication du classement. Alors, le statut ND bloque-t-il uniquement la participation à la compétition tennis? En fait, oui. Ce statut ND, c'est un calcul et une procédure qui concerne uniquement le tennis, hein, en fait. Donc, et qui bloque la participation à toutes les compétitions, hein, les championnats par équipe, les tournois, les matchs libres, etc., quoi. Et ça oblige le joueur à réaliser une démarche pour être reclassé. Alors voilà, juste pour info, on ne va pas s'attarder, hein. Donc, par exemple, pour le classement qui va sortir de novembre 2024, il sortira le mardi 5 novembre et la période prise en compte sont toutes les parties qui ont été enregistrées entre le 6-11-2023 et le 3-11-2024, hein. Donc le 3-11 étant le dimanche qui précède le mardi 5, comme on l'a dit il y a quelques instants. Voilà, on peut sauter. Alors, règlement sportif. Alors, règlement sportif, c'est vaste, hein.
Bon, on a essayé de prendre quelques points qui nous semblaient intéressants. C'est un avis personnel. Il y a peut-être des points qui vous allez peut-être être déçus, il y a des points qui ne sont pas traités. Et dans ce cas-là, vous pourrez toujours poser des questions, soit au service compétition, soit directement à moi-même ou à la commission régionale d'arbitrage, enfin, comme vous le souhaitez. On ne peut pas tout traiter, encore une fois, comme je l'ai dit au début, en 1h30. Donc là, on fait un retour sur les fondamentaux, on va dire, les compétitions homologuées, parce qu'il y a juste une modification. Donc, j'avais profité pour faire un rappel sur l'ensemble des compétitions homologuées. Alors, il y a la compétition orange, on en a parlé il y a quelques instants, qui se joue sur un terrain orange de 18 mètres sur 8,23, avec une hauteur du filet au centre de 0,80 m, 80 cm, et avec la balle orange. Alors, le changement intervient sur la compétition verte, qui peut se jouer, donc, comme l'an dernier, sur le terrain vert classique, qui est aussi le terrain jaune, de 23,77 m sur 8,23 m, avec une hauteur du filet au centre de 0,914. Et encore une fois, bon, je pense qu'il est à peu près évident que c'est pour permettre aux jeunes d'avoir un palier entre la compétition orange et la compétition jaune. Il y a une possibilité de jouer sur un terrain de 21 mètres, donc un peu plus court, sur 8,23 m, avec une hauteur de filet au centre de 0,80 m. Donc vous voyez, 0,80 m le filet, on reste dans les tailles, enfin les dimensions orange. Seulement, on agrandit un petit peu le terrain de 3 mètres. Et on ne fait pas tout de suite le saut jusqu'à 23,77. Donc c'est une possibilité aussi. Je pense qu'il concerne. Donc, oui. Ouais, Oui. je précise aussi du coup sur format vert, parce que j'avais eu la réponse de pourquoi. C'était pour qu'il y ait un passage, tu l'as dit juste avant, c'est pour qu'il y ait un passage du format orange au format vert qui se fasse plus en douceur. Parce que finalement, c'est vrai que les enfants passent de 0,8, 18 mètres, balle orange à grand terrain, avec filet classique. Et donc forcément, pour les meilleurs, ça va. Et peut-être que pour les moins bons, entre guillemets, ils ont besoin d'une phase de transition. C'est pour ça qu'on offre la possibilité de faire cette partie-là dans les tournois. Je me suis posé la question, il faut que je demande si, par exemple, on pourrait faire une première partie, la phase de poule avec les moins bien classés en 21 mètres et faire le tableau final sur grand terrain. Je n'ai pas la réponse, ça ne me semble pas interdit, mais je poserai la question, sachant que je crois, et Benjamin, tu me confirmes, que les tableaux finaux comité et ligue, chez nous, appliqueront le format sur 21 mètres. La mémoire est bonne. Voilà. Je ne vais pas pouvoir te confirmer sur 21 ou 23,77. Je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais par contre, je pense que sur un tournoi, effectivement, tu peux utiliser les deux. La logique qu'il faut respecter, c'est que sur un même tour, on joue dans les mêmes conditions. Donc, si tu vas jusqu'à tes huitièmes de finale en 21 mètres et tu passes à partir des quarts en 23,77, c'est une possibilité. Après, je pense que pour un enfant qui vient de gagner son huitième, changer en quart et passer sur 23,77, c'est pas idéal non plus. Les conditions de jeu, quoi. Voilà, c'est pas idéal non plus. Donc, bon, voilà, je vous incite quand même à choisir un des formats et à le respecter sur toute la catégorie. Mais je pense pas que ce soit interdit, Olivier. J'ai pas lu quelque chose qui l'interdisait. Alors, je pensais pas huitième et tableau final. Je pensais une phase de poule qui se joue, par exemple, la veille. Et puis, le lendemain, repasser sur un format classique pour éviter qu'effectivement, il y ait deux matchs différents dans la même journée. Pour moi, c'était plutôt privilégier, par exemple, une journée, je te dis une bêtise, le samedi, une phase de poule où c'est plutôt les débutants avec ce format-là, et le lendemain sur un plus grand terrain. Voilà, c'était plus dans cette Ça me semble bien. Oui, ça me semble bien comme ça. Et bien sûr, les parties donc se jouent avec la balle verte dans la compétition verte. Et enfin, bon, pour ne pas oublier la compétition jaune. Terrain jaune, j'ai Jean-Philippe Luce qui levait la main, qui avait sûrement une question sur la compétition verte. Jean-Philippe, tu nous entends? Oui, mais ce n'était pas une question, c'était pour préciser que l'année passée, sur les phases finales master régional, Thierry Bouteau avait fait jouer sur le terrain, effectivement, à 21 mètres et 0,80 m pour la hauteur du filet, pour justement tester ce format de terrain. D'accord. Voilà. Donc ça signifie que les meilleurs ont joué sur 21 mètres, donc on pourrait garder tout le format, même avec les meilleurs. Okay. Et donc le format a été validé et est devenu un règlement, en fait. Là, on ne précise pas que c'est jusqu'à 10 ans. Vincent, avant que tu reprennes la main, juste aussi, je veux rajouter une petite précision.
Oui, pour oui. des questions qui ont été posées. Il n'y a pas dans l'homologation de tournoi ce renseignement 21 ou 23 mètres. Par contre, ce qui peut être fait dans la pratique, c'est que sur les communications faites par les clubs, on précise sur la fiche, par exemple, la dimension du terrain, 21 mètres ou 23 mètres, pour éviter toute confusion. Ou alors, dans le libellé du tournoi, on peut aussi mettre ce renseignement, ce qui Dans la permet à ce que désignation, le public qui va après jouer sur la compétition verte et l'information. Voilà, qu'ils ne soient pas surpris juste au dernier moment, quoi. Oui, d'accord. Exactement. On sent la personne de la communication. Merci, Mika. Par contre, petite précision sur le format 21 mètres, ce qui peut être un peu compliqué, c'est qu'on est obligé de ressortir le scotch, etc. Et c'est vrai que ça peut être un peu pénible. Autant maintenant, il y a pas mal de cours qui... Oui, pour faire des bandes, une bande de chaque côté, c'est sûr. On t'a perdu, Olivier, je crois. Bon, je continue. Effectivement, on l'a perdu, oui. Oui. Je te redonne la main. Oui, merci. Alors, et enfin, pour terminer, dans la compétition jaune, qui est en fait sur le terrain, on va dire, traditionnel, utilisé en vert aussi. Et donc là, rien de spécial à dire sur cette partie compétition jaune. Alors, nouveauté aussi 2025, possibilité pour les filles de participer aux compétitions individuelles ou par équipe de garçons jouer sur les terrains orange, vert ou jaune. Il y a une extension là, en fait. En non classé, 5e série, donc les fameux classements 42 et 41, et 4e série. Alors que l'an dernier, de mémoire, donc c'était les 8-10 ans orange pouvaient jouer jusqu'à 10 ans, je crois, et 8-10 ans vert pouvaient jouer jusqu'à 12 ans. Les filles en compétition avec les garçons. Alors que là, je me permets de te poser la question, Vincent, vu que tu parles de filles et garçons, on est d'accord que c'est bien des mineurs, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc l'an dernier, c'était jusqu'à 12 ans chez les Verts, maintenant c'est passé jusqu'à 18 ans, donc classé 5e série, 4e série. C'est ça, oui. Ok, merci. En fait, oui, il y a une question d'âge, mais il y a aussi une question de niveau, en fait. Alors que, oui, enfin, l'année dernière aussi, puisqu'on parlait de couleurs, mais bon. Là, c'est étendu aux 5e et 4e séries. Oui. Merci de la précision, Benjamin. Alors, un tableau qui paraît très compliqué, qui concerne le surclassement des jeunes, c'est pas évident. Je trouve que les tableaux qui ont été donnés dans le document concernant les règlements sportifs sont un peu compliqués, enfin, en tous les cas pour moi. Bon, je vous laisse lire, on ne va pas reprendre catégorie par catégorie, mais la nouveauté par rapport à l'an dernier, je vous rappelle par exemple que l'an dernier, un 10 ans qui voulait participer dans un tournoi, à s'inscrire en 13-14 ans en compétition jaune, donc traditionnelle, devait être classé au minimum 33, et que ce classement est descendu à 34. Donc c'est tout ce qui est en rouge dans les parties jaunes. Après, tout le reste, vous connaissez plus ou moins. Il y a les 6 ans qui ont été ajoutés. Donc, vous voyez, par exemple, un 6 ans qui est orange, il peut participer à une compétition 10 ans et moins, verte, à condition qu'il ait l'accord du directeur fédéral de la performance. Vous avez la légende sur la gauche. Le DFP, c'est une nouveauté créée en 2025. On a le directeur régional de la performance, c'est Thierry Bouteau chez nous, je crois. Oui, avant, on appelait ça CTR, maintenant, c'est directeur fédéral de la performance. C'est Thierry Bouteau chez nous. Ça a été rebaptisé, en fait. Et donc, un 6 ans qui veut jouer en vert sur une compétition de 10 ans et moins, doit avoir donc un certificat du médecin régional, un accord de la DTN et un certificat d'attente de moins de 6 mois, le fameux CMN-CPTC. Alors, l'attestation de mémoire, je pense qu'en fait, ils sont autorisés à jouer 15 épreuves dans l'année, au cours de la saison sportive. Et c'est un peu comme à une époque que, vous me direz si je me trompe, mais en fait, il y a un suivi de ces 15 épreuves pour s'assurer que le jeune ne les dépasse pas, en fait. Et pour information, Vincent, j'étais avec la commission fédérale des médecins la semaine dernière. Et du coup, on est tous d'accord. Je pense que toutes les personnes connectées
sont d'accord aussi que ces tableaux sont très lourds et ils vont essayer pour l'an prochain, parce que vous voyez, il y a ce tableau-là et en dessous, je crois que c'était slide d'après, il y a la suite. Ils vont Oui, essayer de simplifier un petit peu tout ça. Et on est tous, je leur ai dit qu'en tout cas, au nom des juges arbitres, on était tous preneurs. oui, volontiers, parce que c'est dur à déchiffrer, quoi, quand même. Et il y a beaucoup de tableaux, donc en fait, j'ai essayé de regrouper, mais c'est bon, voilà. Et je profite de l'occasion, oui, pour vous rappeler, donc ça vous touche peut-être plus, les surclassements pour les 11-12 ans et les 13-14 ans. Hein, n'oubliez pas qu'un 11-12 ans qui souhaite jouer en 17-18 ans ou en senior doit présenter au juge arbitre un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition datant de moins un an, établi par un médecin du sport, hein, en fait. N'oubliez pas la condition médecin du sport. Et pour les 13-14 ans, s'ils souhaitent jouer en senior, donc même chose, certificat médical. Hein. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est juste un rappel, hein, en fait. Alors derrière, bon, on va peut-être le laisser, celui-là, c'est compliqué. Donc ça concerne les dispositions, alors pour les filles de 9 et 10 ans et les garçons aussi également, qui veulent jouer. Alors vous voyez, suivant les catégories, hein, par exemple, une 9 ans fille peut jouer jusqu'en 15-16 ans, mais il lui faut un classement minimum de 34. C'est sur proposition, alors il y a un circuit là, c'est sur proposition du DFP et sur validation par le médecin régional, je pense, et à condition que celui-ci établisse un certificat médical, donc de non-contre-indication de moins de 6 mois. Et les 10 filles, elles, peuvent aller jusqu'en senior, en fait. Mais il faut que ces joueuses aient un niveau régional, hein, et qu'elles figurent parmi les meilleures joueuses nationales, en fait. Et la même chose pour les garçons. Donc, par contre, pour les garçons, c'est un peu plus restrictif, hein, puisqu'un 9 ans ne pourra jouer jusqu'en 13-14 ans. Et un 10 ans garçon pourra jouer jusqu'à l'épreuve 15-16 ans, en fait. Donc, les filles peuvent aller un peu plus loin au niveau des catégories d'âge. Alors, les formats de jeu, rappel et nouveautés. Alors, format de jeu et repos en cours de partie. Alors, je ne sais pas si c'est un rappel ou comment dire, une reformulation, parce qu'on a toujours entendu dire que les catégories 65 ans devaient jouer en format 2. Alors, une reformulation consiste à dire que le format 1 est interdit pour les catégories 65 ans et plus. Voilà, première chose. Deuxième chose, les formats 1 et 2 donc, sont interdits pour les catégories 10 ans et moins. Hein, donc, il y a ces deux cas qui ont été mis en clair. Quoi. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en rouge, hein, en tant que nouveauté 2025. Sur les repos en cours de partie, bon, je vous rappelle qu'un repos de 10 minutes en format 1 entre la deuxième et la troisième manche dans les épreuves de simple des catégories senior plus est obligatoire, sauf si les deux joueurs sont d'accord pour ne pas prendre ce repos. Et dans ce cas-là, donc, on applique le repos de fin de manche, hein, en fait. Mais sinon, on doit prendre un repos de 10 minutes entre... Alors, quelle que soit la catégorie, hein, parce qu'il y en a qui demandent encore si en 35 ans, c'est valable aussi, mais oui, quelles que soient les catégories senior plus, la règle reste valable. En cas de très forte chaleur, donc ça nous arrive maintenant de plus en plus l'été, au cours de l'été, hein. Et donc là, c'est une décision à prendre par le juge arbitre qui doit aussi donc donner un repos de 10 minutes entre la deuxième et la troisième manche des épreuves de simple, lorsque le format est le format 1 toujours, hein, c'est le format le plus lent, on va dire. Donc, il y a ces deux cas de figure, donc. Alors, entre deux parties, si on a une partie interrompue, ça c'est un rappel aussi, hein, si le nombre de jeux restants à jouer n'excède pas 15 jeux, par exemple, il y a un set partout au moment d'interruption. Donc, si ça se joue en format 1, ben, on sait qu'il va rester au maximum 13 jeux. Et dans ce cas-là, le juge arbitre peut penser donc à programmer le match du tour suivant en accordant un repos de 30 minutes. Réglementairement, ça suffit. Bon, après, au juge arbitre de voir s'il va peut-être laisser un peu plus, mais disons que si le nombre de jeux restants à jouer le lendemain n'excède pas les 15 jeux, donc typiquement c'est un set, hein, le repos entre la fin de cette partie et la suivante pourra être ramené à 30 minutes.
Alors, ensuite, le repos, donc là, il y a tous les cas de figure, entre un simple, un double, un simple, ou entre deux doubles, de 30 minutes. Hein. Aucune partie ne peut commencer après minuit ou avant 7 heures. Là, il n'y a pas eu de changement. Nouveauté cette année, donc le règlement demande à ce qu'il y ait 12 heures de repos minimum entre deux journées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un match commencé à 21 heures qui se termine à 23 heures, en fait, le juge arbitre ne pourra pas convoquer le vainqueur avant 11 heures le lendemain, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est une reformulation, enfin, c'est une, non, pas une reformulation, mais c'est, l'année dernière, on avait toute partie commencée entre 22 heures et minuit. Le joueur ne peut pas être convoqué avant midi le lendemain, je pense. Hein. Alors que là, bon, c'est un peu différent. Il y a 12 heures de repos minimum, quelle que soit l'heure de fin, quoi, en fait, entre deux journées consécutives, bien sûr. Alors, règlement sportif, nouveauté. Alors là, il y a beaucoup de rouge. Participation du juge arbitre à une compétition individuelle. Alors, quelle que soit la pratique, donc, premier point, en tennis, beach tennis, paddle ou paratennis, pickleball, hein, donc toutes les disciplines, un juge arbitre ayant la charge d'un TMC ne peut en aucun cas participer à un tournoi multichance, que ce soit celui qu'il dirige ou un autre sur la durée de son TMC. Bon, ça paraît normal, il faut qu'il soit présent en permanence, donc il n'est pas question qu'il aille jouer une partie de son TMC ou un TMC, une partie d'un TMC voisin, quoi, enfin, qui se déroule en même temps. Pardon. En tennis, alors, si le JAT a la charge d'un tournoi de deuxième catégorie ou mieux, il peut participer en tant que joueur à l'épreuve principale de son tournoi, si et seulement si il n'intègre pas le tableau final, ni directement, ni par qualification. Donc cette règle existait un peu, mais là on précise un peu plus, dans le cas d'une deuxième catégorie ou mieux. Hein, donc on précise à partir de quel niveau on établit la règle. Et si jamais le juge arbitre intègre le tableau final, donc en se qualifiant, il doit alors être disqualifié. Hein. Il doit être disqualifié, oui. Ça c'est comme l'an dernier. Par contre, on parle de l'épreuve principale. Oui. Il y a une question? Non. Non, pas de question, Vincent. Moi, par contre, je me permets de préciser un petit peu. Cette règle-là, en fait, elle fait suite à une vieille règle d'il y a pas mal d'années où, quand un juge arbitre était classé seconde série, il ne pouvait pas faire son tournoi, peu importe. Et vous étiez troisième série, vous pouviez faire votre tournoi jusqu'au tableau final si c'était un petit tournoi. Donc, en fait, on a voulu faire en sorte que le juge arbitre puisse quand même faire son tournoi tout en se disant il ne doit. On te perd, Olivier. Vous l'entendez ou... Non, on l'a perdu aussi. Bon, il reprendra la. Troisième. Oui, pardon, on t'entendait plus, Olivier. Pardon, juste dire voilà, que cette année, la loi elle est moins restrictive, le règlement pardon, est moins restrictif et que ça permet à la fois aux juges arbitres des épreuves un petit peu satellites autour du tournoi de ne pas être embêtés par cette loi et aux petits tournois, ce qu'on va appeler troisième catégorie, de ne pas être touchés non plus. Donc, on vise les deuxièmes, premières, hors catégorie, de manière à ce que tout simplement le juge arbitre puisse faire son tournoi, mais ne puisse pas aller dans un tableau final. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qui est souhaité. Je te redonne la main. Merci, Olivier. Alors, les restrictions visées donc aux deux points qui précèdent là, ne s'appliquent pas au tournoi interne, donc ça, c'était déjà le cas, et au tournoi de troisième catégorie en tennis seulement, ni aux épreuves annexes des épreuves de deuxième catégorie et mieux tennis. Alors, c'est compliqué là. Alors, il y a les épreuves annexes, des épreuves senior plus, jeunes, consolantes, sont les épreuves qui ne sont pas l'épreuve principale. Enfin, lorsque l'épreuve principale est une épreuve senior, ce qu'on appelle épreuve annexe, ce sont toutes les autres épreuves, hein, donc senior plus, jeunes, les consolantes éventuellement. Hein, donc, vous voyez la règle, le petit c. Si vous êtes dans un tournoi troisième catégorie tennis, donc,
et que vous jouez en senior plus, vous pouvez aller jusqu'au tableau final, quoi, en fait. Si je prends un exemple particulier, hein, en fait. Donc, je vous laisse la relire tranquillement, mais oui. C'est exactement ce qu'on dit avant, c'est-à-dire sont concernés le tableau final d'un deuxième, d'un premier et dur. Voilà. Pour faire simple, c'est ça. Toutes les épreuves ne sont pas dedans. Donc, vraiment, on privilégie le traitement équitable et la possibilité de faire jouer le juge arbitre dans un deuxième, troisième et une catégorie. Tous les autres tournois, il n'y a pas de restriction. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur le point de règlement. Sur ces 3 points listés là. Et bien sûr, le dernier point qui existait déjà, donc lorsque le juge arbitre prend part en tant que joueur au tournoi, il doit désigner un juge arbitre suppléant, donc qui est chargé d'assurer l'intérim, on va dire, au cours de ça ou de ces parties, quoi, en fait. Voilà. Et qualifié, bien sûr, suffisamment qualifié pour diriger l'épreuve, le tournoi, la compétition. Alors, cette diapo, Olivier, bon, je l'ai gardée. Si elle veut dire qu'on peut remplacer un juge arbitre jusqu'à la fin du tournoi, bon, ok. Bah, il faut que la Ligue valide, en fait, que le juge arbitre remplaçant a les mêmes qualifications suffisantes par rapport à l'homologation. C'est ce que j'en comprends, hein, mais bon, c'est une nouveauté, donc je l'ai laissé. Hein, donc, sous réserve de la validation de la Ligue, hein, qui est en charge de l'homologation. Les attributions spécifiques aux compétitions individuelles peuvent être transférées à un autre juge arbitre de manière définitive, donc jusqu'à la fin du tournoi. Hein, il y a le juge arbitre principal désigné doit arrêter, hein, pour une raison quelconque, et donc on peut transférer ces attributions à un autre juge arbitre de manière définitive, c'est-à-dire enfin, jusqu'à la fin du tournoi. Voilà. Ça fait une diapo pour pas grand-chose, mais on continue, sauf si vous avez des remarques ou des commentaires. Alors, compétences des JAT, petit rappel avec des nouveautés en rouge. Alors, le JAT1 est compétent. Alors, si on lit le règlement fédéral, et on l'a toujours dit à ceux qui posaient la question, il était compétent dans le club où il est licencié. Ben, donc, il y a une spécificité PACA, hein, qui dit que le JAT1, en fait, il est compétent sur le territoire de sa ligue pour organiser des tournois, donc dans l'un des 6 départements, ce qui concerne PACA. Des tournois non classés 4e série interne, Galaxy, donc U10. Et en fait, TMC, etc., je vous laisse lire. Hein. Et les nouveautés donc, sont en rouge. Hein. Donc, le beach tennis, il y avait le BT25 et le BT100. Et là, on a ajouté donc BT25 jeunes, BT100 jeunes, BT200 mixte, 250 et 250 jeunes. Voilà. Ça fait déjà un panel intéressant de beach tennis pour ceux qui veulent se reconvertir au beach. Et donc, tennis fauteuil et pickleball, c'est aussi une spécificité PACA, puisque dans les règlements fédéraux, le pickleball doit être géré par un JAT2. Donc, bon. Et pour être adjoint d'un JAT2 ou plus, bien sûr, hein, ça ne change pas. Le JAT2 est compétent sur le territoire de sa ligue, donc toute compétition individuelle FFT, hors paddle, à l'exception du tableau final d'un CNGT 3 étoiles, qui doit être supervisé par un JAT3. Hein, donc ça, c'est important. Et le JAT2 peut évaluer des JAT1. Et enfin, le JAT3 qui est compétent sur le territoire national, donc de la fédération, pour organiser bien sûr toute compétition individuelle FFT, évaluer des JAT2 et superviser les tableaux de la programmation, des tirages au sort, etc. Les tableaux finaux des CNGT 3 étoiles. Et bien sûr, il est fortement conseillé d'avoir un JAT3 pour le tableau final des CNGT 1 ou 2 étoiles, bien sûr. On a Sophie Thienot qui a une question, qui a levé la main. Sophie, à ta parole. Oui, bonsoir Sophie. C'est Sophie, pas le C'est bon micro. C'est bon Oui, ça y est. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir Sophie. Donc j'ai une petite question sur les clubs qui homologuent des tournois jeunes. Et compliqué pour eux de trouver des JAT2. Et en fait, leur souhait, ce serait d'avoir un JAT1 sur une homologation de non classé à 15 ans pour les tournois jeunes exclusivement. Est-ce que ça peut être envisageable ou pas? 4e, 3e série, quoi. Dans la mesure où un JAT...
T1 peut faire un TMC 3e série. Voilà, je vois pas. Je pense qu'un JAT1 qui fait un tournoi jeune de non classé 1-15-1, ça peut être éventuellement recevable. On le note, Sophie, et on fera passer en CRA. Olivier, après, ça se passe en comité directeur, savoir si ça peut être fait ou pas. Aujourd'hui, Ouais, c'est pas voté, mais en tout cas, on prend l'idée et Olivier, on t'écoute. voilà, Limité c'était à 15 heures, hein, c'est ça. limité à 15 ans, oui, tout à fait, Mm. mais uniquement en tournoi jeune. Ouais. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour le faire et et ensuite, On t'entend mal, Olivier. C'est haché. Désolé, de te couper. ouais. Je ne sais pas si c'est un problème de micro ou. Et, vous Ouais, m'entendez? il regarde Grey's Anatomy, Très bien, en fait, Olivier, c'est pour ça. Attendez. Oui, c'est bon. Vas-y. Je ne sais pas si vous m'entendez là mieux. Oui, c'est bon. c'est mieux, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Donc, je disais, comme le dit Benjamin, c'est quelque chose qu'on va proposer en CRA pour que ce soit inscrit dans le guide sportif. Donc, c'est une discussion CRA qu'on a déjà eue d'ailleurs. Et ensuite, quand on fera valider ça en comité directeur, effectivement, ça peut faire partie des évolutions. Je sais que ce n'est pas la première fois. Elle a déjà été souhaitée. Donc, on va essayer de faire en sorte que, effectivement, on puisse la prendre en compte. Voilà. Je te redonne la main, Vincent. Merci. Alors, parmi les rappels, on a choisi de parler du WO, donc du forfait. Alors, quelles sont les causes possibles pour entraîner un WO? Bon, la première qui vient à l'esprit, c'est le joueur qui ne se présente pas à la date et l'heure de sa convocation. Donc ça, c'est le cas le plus classique, on va dire. Alors, qu'il prévienne ou pas le club, bon, ça, c'est une autre histoire. Deuxième cas possible, deuxième cause possible, bon, 15 minutes de retard ou plus. Alors, décision à prendre par le juge arbitre, hein. Bon, si vous n'avez pas de cours de disponible, qu'il arrive avec 25 minutes de retard et que vous le mettez forfait, bon, pourquoi pas, c'est possible, hein, mais disons que c'est un cas possible, hein, en théorie. Après, le juge arbitre décide, bien sûr. Alors, troisième cas, bon, je pense que vous connaissez tous ce cas-là aussi, hein. Si le joueur abandonne au cours de l'échauffement, hein, donc le match n'a pas commencé, la partie n'a pas commencé, il est considéré aussi comme étant forfait, donc le juge arbitre lui infligera un WO. Et dernier cas qui est peu souvent vu, mais en fait, c'est que le joueur est disqualifié avant que le premier point du match ne soit joué. Donc, je vous ai mis l'article en référence, hein, si vous voulez aller lire l'article dans sa totalité. Donc, le joueur qui est disqualifié, par exemple, l'échauffement est terminé, il n'est pas content de son échauffement, je ne sais pas. De colère, il jette sa raquette et elle atterrit dans la figure de son adversaire, hein, pourquoi pas. Bon, enfin, c'est un cas qui fait que comme la partie n'a pas commencé, en fait, il est considéré comme étant forfait aussi, WO. Alors, rappel aussi sur les WO multiples, dans un TMC ou dans une phase de poule, hein, si un joueur a de multiples WO dans un TMC, je vous rappelle qu'un seul WO sera comptabilisé dans son palmarès et qu'il en est de même donc pour un joueur qui déclare forfait dans une ou plusieurs de ses parties de poule. Alors, la demande de retrait, je rappelle aussi, demande de retrait ne peut se faire que dans un seul cas de figure, c'est dans le cas de ce que l'on appelle une erreur administrative commise par l'organisation du tournoi. Alors l'organisation, c'est le juge d'arbitre, ça peut être les personnes qui sont à la table d'accueil, etc. Enfin, tout ce qui gravite autour de l'organisation du tournoi. Hein, par exemple, une demande d'annulation d'inscription qui n'a pas été transmise au juge d'arbitre, et donc le juge d'arbitre a laissé le joueur dans le tableau. Et bien sûr, le joueur ne se présente pas, donc bon. Alors, l'oubli de convoquer un joueur aussi, ça peut nous arriver, malheureusement, hein, à qui, enfin, peut-être que ce n'est jamais arrivé à certains d'entre vous, mais donc ça peut malheureusement se produire. Et le juge arbitre, dans ce cas-là, peut demander le retrait du WO auprès de sa commission départementale d'arbitrage, qui valide et qui transfère à la commission régionale d'arbitrage pour validation ou pas. Et ensuite, je pense que, Olivier, la commission régionale d'arbitrage transmettra à la commission classement fédéral. Ça part au service classement qui, pareil, valide ou pas. Oui, classement, mais fédéral. Exactement. Directement, hein, puisque c'est lui qui éventuellement fera le retrait dans le palmarès.
du joueur. Merci. Alors, donc c'est le seul cas pour lequel la demande de retrait peut être faite, hein. Donc il faudra fournir les preuves nécessaires, bien sûr, hein, les emails, SMS envoyés par le joueur ou tout élément confirmant la bonne foi du joueur, quoi. En fait, bien sûr, hein, c'est sûr que s'il se contente de dire j'ai téléphoné, et j'ai demandé, et bon, personne ne se rappelle du coup de fil, bah, ça risque d'être un peu léger comme dossier pour que le WO soit retiré. Mais bon. Alors, le WO, les fiches de pénalité, alors là, il faut que j'insiste là-dessus. Trop souvent, bon, les juges arbitres n'établissent pas les fiches de pénalité dans le cas d'un WO injustifié. Et ben, c'est dommage parce que, en fait, ben, pourquoi le joueur se priverait de quelque chose qui n'est finalement pas puni, hein, en fait, hein, c'est un peu comme... Alors, là, tu as le micro, la Oui. caméra. Ah, on a Alain Sénel là, qui essaye de remettre le micro plusieurs fois. Ça coupe. Ok, je recoupe. Hein. Je recoupe. Oui, merci. Alors, s'il s'agit d'un forfait pour cause de blessure, hein, le joueur vous dit ben, je ne peux pas jouer demain, donc je déclare forfait. Si vous dit que c'est pour cause de blessure, ben, vous devez demander au joueur de fournir un certificat médical dans les 8 jours qui suivent la date du forfait pour justifier ce forfait, justement. Et si le joueur ne fournit pas de certificat, ben, le juge arbitre devra établir une fiche de pénalité pour le motif de forfait injustifié. Et dans tous les autres cas, pour toute autre raison, donc qu'elle soit fournie ou pas par le joueur, hein, s'il ne s'agit pas d'une cause, une blessure, le GIA devra établir la fiche de pénalité pour le même motif, hein, forfait injustifié. Cette fiche doit être envoyée à la commission régionale des litiges via le service compétition, hein, donc à l'adresse compétitionpaca@ffc.fr, et le service compétition fera suivre à la commission régionale des litiges. Hein. C'est toujours valable, Benjamin, il n'y a pas de boîte générique à la CRL. C'est ça, Vincent, et j'en profite, il y a 2 questions là-dessus. J'ai Valérie Schneller qui demande est-ce que pour maladie c'est pareil? Donc on a le retrait de VO sert uniquement si le joueur a eu une erreur administrative, c'est ce que Vincent a dit, quelqu'un du club qui n'a pas fait passer le message, ou l'arbitre qui se rend compte dans ses mails qu'il avait une demande de retrait du tournoi il y a 2 semaines, il est passé à côté, il est obligé de mettre le VO. Par contre, pour maladie ou pour blessure, c'est la même chose. S'ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas venir. La fiche de pénalité, le règlement aujourd'hui annonce que si dans les 8 jours, vous n'avez pas de justification, vous pouvez établir une fiche de pénalité. En réalité, c'est très peu fait. On a une question là-dessus de M. Bourteau qui dit ça sert à quoi de faire une fiche de pénalité? C'est une bonne transition. La fiche de pénalité va permettre tous les VO abusifs. Donc, si vous estimez que ce VO-là vous a bien planté, vous avez 0 nouvelle du joueur, etc., n'hésitez pas à faire remonter l'info. Et comment faire remonter l'info? Il y a une fiche de pénalité. Peut-être que la commission des litiges, les premières fois, mettra juste un avertissement, mais ça nous permet au moins d'avoir l'information. Et il y a une historique aussi pour le joueur. Et il y a Michel Morel qui a levé la main. Oui, Michel. En fait, moi, je suis à la commission des litiges. Merci de prendre le relais. Ouais, voilà, c'est pour ça. Merci Vincent pour tout. Je suis à la commission des litiges et effectivement, pourquoi il faut faire une fiche de pénalité? C'est parce qu'on a vu arriver des joueurs qui avaient 140 WO et c'était la première fois qu'ils venaient nous rejoindre. Donc ça, c'est très, très grave parce que ça veut dire que ce sont des habitués à faire des WO. Donc en fait, effectivement, un WO non justifié, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas de certificat médical et vraiment non justifié, faites une fiche de pénalité. Vous, de votre côté, au niveau juge arbitre, vous nous faites un rapport. On va vous convoquer, pas spécialement, ça peut se faire par visio, mais aussi on peut échanger avec notre instructeur. Et derrière, on va commencer, comme dit Benjamin, peut-être la première fois à mettre juste un avertissement ou un blâme, mais derrière, obligatoirement, ça veut dire que le joueur va être fiché pendant 3 ans, il va être suivi, et ce qui va permettre, nous, après, si ça se reproduit, là, d'aller plus loin jusqu'à le retrait de jouer en compétition, etc., etc. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même très important de nous faire des fiches de pénalité, aussi bien pour du disciplinaire, mais aussi pour ces cas-là qui sont bien concernés. Alors, c'est vrai que c'est fastidieux. Merci, Michel. Parce que, bon, si vous avez 30 fiches de pénalité à réaliser, mais bon, ça fait partie, malheureusement, des... Bon, je pense que ça peut éliminer, comme disait Michel, les habitués, hein, parce qu'il y a les professionnels du WO qui vous, excusez l'expression, qui vous plantent souvent à la dernière minute et avec l'adversaire en face de vous, qui se demande s'il doit attendre ou pas. Bon, c'est toujours désagréable d'avoir ce genre de cas à gérer, quoi.
Nous avons eu même la même photo d'accident pour 3 tournois différents. Voilà, Ah, ça comme pour motif. vous donner des exemples. Comme Pour le motif, motif, ouais. c'était Ouais. voilà, la même photo pour 3 tournois différents. C'était assez marrant, quoi. Voilà. Ouais. Bon, il a une bonne mise en scène. Alors, arbitrage PACA. Arbitrage PACA, c'est simplement un rappel du tableau, hein. Donc, les obligations du club, lorsqu'un club fait une demande d'homologation, il s'engage à respecter les règlements du tournoi. Et en fait, parmi les règlements du tournoi, c'est l'arbitrage des parties. Donc, suivant la catégorie de tournoi, il y a un minimum à arbitrer, hein. Donc, les finales pour les TMC seconde série. Alors, un TMC seconde série, c'est un TMC où il y a au moins un seconde série inscrit, hein. Je crois que c'est la définition. Ça peut être à cheval, hein, en fait, je veux dire, hein. Ça peut être 15-2-5-6, non? C'est ça, Oui, c'est bien le ça, Vincent. TMC. Mais s'il y a un seul seconde série, on Ouais. considère que c'est un TMC de seconde série, quoi, en fait. Exactement. Oui. Donc, le TMC seconde série, troisième catégorie, seconde catégorie, donc la finale, à minima, première catégorie, demi-finale, hors catégorie, le quart de finale et les CNGT. Alors, il était indiqué tableau final et personnellement, je n'étais pas au courant. Olivier a précisé que nouveauté à partir des huitièmes de finale. J'aurais pu le mettre en rouge d'ailleurs. Tu confirmes, Olivier, hein, c'est vraiment à partir des huitièmes. Ou Benjamin, si tu as l'info, je pense Je que... confirme. Oui, je te Oui, confirme. d'accord. Je Donc, confirme. parce que c'est une bonne chose, parce que les tableaux finales qui commencent quelquefois en 16e, voire en 32e, bon, ça fait quand même énormément de parties à arbitrer, quoi. Et donc, à partir des huitièmes, ça paraît correct, je pense. Enfin, c'est mon avis. Voilà. C'est surtout que ça fait des coups aussi, des fois. En Oui. plus de la Oui. disponibilité des arbitres, c'est plein de choses à prendre en compte. Voilà. Donc, Et huitième de finale, ils ont considéré que c'était raisonnable. Voilà. Quelque part, des contraintes supplémentaires pour le juge d'arbitre, puisqu'il doit programmer ses matchs en fonction des dispos des arbitres. Enfin, bon, c'est un peu... C'est pas toujours évident. Alors, quelles sont les sanctions possibles, on va dire? J'aime pas ce mot, mais disons que si c'est pas respecté, donc si l'engagement, le club finalement ne respecte pas ses engagements, à la première infraction, il peut avoir un avertissement. À la deuxième, une perte de la priorisation des choix de date pour la saison suivante. Et ça peut aller jusqu'au refus d'homologation. Bon, je pense pas qu'on soit allé jusque-là déjà, mais disons que c'est bien d'avoir des arbitres. Déjà, c'est bien pour les arbitres parce que il faut les faire travailler, c'est officiel. Et puis pour les joueurs aussi, je pense, enfin c'est mon avis, hein, c'est d'une tranquillité d'avoir un arbitre sur la chaise et donc de ne pas avoir à surveiller un peu les différents, ce qu'annonce son adversaire ou voilà. Alors tableau final, bon, désolé, vous l'avez peut-être vu, alors vous allez peut-être voir des tableaux pour la 5e fois. Mais on peut changer les tableaux en guise d'exemple, mais on tournera toujours autour des mêmes problèmes rencontrés, hein. Donc, n'oubliez pas que le tableau final, c'est la vitrine de votre tournoi. Il doit être réalisé de façon à ce que les meilleurs classements soient traités de façon équitable. Donc, vis-à-vis de 2 points, la partie prize money, donc les prix distribués. Il faut que 2 joueurs qui ont le même classement aient les mêmes chances d'arriver au même prix, quoi, en fait, hein. Le nombre de tours à passer pour arriver en finale. Alors, l'actualisation, n'oubliez pas des classements que vous devez réaliser avant le début du tournoi et peut-être au cours de celui-ci. Donc là, par contre, c'est à vous de voir, hein, notamment, surtout avant la constitution du tableau final, hein, parce que s'il y a par exemple des joueurs négatifs qui sont montés au classement, il faut quand même pas leur faire un tour de plus alors qu'ils devraient rentrer en quart, les faire rentrer en huitième, par exemple, hein. Simplement parce que vous n'avez pas actualisé les classements. Alors, le tableau final nouveauté, alors il y a un mot qui est nouveau là, en rouge, hein. Un tableau final même affiché, vous saviez, l'an dernier, il était précisé, doit être refait, à condition qu'aucune partie n'ait été commencée dans les 2 cas suivants. Donc, si on a le forfait de l'une des 2 premières têtes de série, ou de plus d'un quart du nombre de têtes de série, cette année, donc, ça a été modifié en peut être refait.
Donc, c'est au juge arbitre de juger s'il doit le refaire ou pas, quoi, en fait. Hein. C'est plus une obligation réglementaire, on va dire. Alors, les tableaux à ne plus faire, bon, je vous le disais, c'est toujours les mêmes exemples. Hein. Donc là, vous voyez le 15 qui rentre en quart est pénalisé par rapport à son homologue qui rentre en demi. Hein. Donc, on a sous les yeux un tableau à départ en ligne et vous savez que dans un tableau final à départ en ligne, on peut se faire rencontrer deux qualifiés entrants et donc ça donnerait ce tableau-là. Hein. Donc c'est sûr que les qualifiés entrants vont jouer à 5-6, mais au niveau des 15, le tableau est quand même plus équitable puisque tous les deux rentrent au même tour et donc ont la même chance d'arriver en finale, l'un et l'autre. Le tableau qui est ici, on a à nouveau le problème avec les 1-6, voire avec les 2-6, hein, puisque les 1-6 ne rentrent pas au même tour, donc un en demi, l'autre en quart, et les 2-6 ne rentrent pas au même tour non plus. Donc on propose, pour ce cas de figure, donc, de faire se rencontrer les 1-6 en demi, un peu comme tout à l'heure les 15, hein, dans le tableau précédent, et les 2-6 entrer au même tour avec une compression. Donc, le vainqueur de la compression jouant à 0, 2 échelons d'écart. Le troisième tableau proposé, donc là, vous voyez qu'on a un qualifié entrant qui rentre en quart, alors qu'un numéroté va rentrer en 8e, donc c'est pas très joli pour le numéroté. Donc, vous avez compris, il s'agit d'un tableau final à départ en ligne. Donc, on va permuter le numéro 70 avec le qualifié entrant qui jouait sur le numéro 60 pour proposer ce tableau. Petite erreur, je ne l'ai pas enlevé. Vous savez que dans un tableau final, donc, on doit avoir un nombre de têtes de série égal au nombre de places disponibles au tour où le mieux classé rentre, divisé par 2. Compliqué cette phrase. Hein. Alors, les mieux classés, là, rentrent en quart. Donc, le nombre de places disponibles au quart de finale est 8. Et donc, divisé par 2, on devrait avoir 4 têtes de série. Bon, c'est un détail, hein, mais je le précise. Ensuite, alors, le tableau ici, 4-15 en quart, et le 5e puni. Non seulement il est puni parce qu'il rentre un tour de plus tôt, mais qu'en cas de victoire, il rejoue à moins 15. Donc, autant lui épargner le match pourri à moins 2, enfin, qui n'est pas forcément pas toujours évident, et le faire jouer à moins 15 directement, quoi. Voilà, en replaçant les moins 2 en compression un peu plus haut. Enfin, c'est une proposition. Hein. Voilà, donc là, en fait, tous les joueurs d'un même classement rentrent au même tour. C'est ce que les formateurs répètent à leurs candidats chaque année. C'est l'idéal. Alors, Moja, quelques mots sur Moja, hein. Pas de scoop. Hein. On annonçait une version full Moja, donc avec la suppression de l'AEI, pour la rentrée, pour septembre, hein, et c'est encore un peu décalé. Et donc, la dernière annonce, à moins que vous ayez plus de choses, Olivier ou Benjamin, plus d'infos, mais sortie prévue au cours de l'hiver. Alors, j'ai précisé de la saison sportive 2025, hein, pour les plaisantins qui diraient oui, au cours de l'hiver, mais lequel? Donc, normalement, c'est imminent, hein, donc ça ne devrait plus tarder. Alors, il y a des évolutions. Qu'est-ce que ça veut dire, principale évolution 2024 en attente? Ça veut dire qu'en fait, il y a des évolutions réglementaires donc, qui ont été, comme les têtes de série, par exemple, hein, j'en parlais à l'instant, hein, les règles sur les têtes de série, elles ne sont pas mises en service dans Moja, donc elles sont en attente. Hein. Les règles sur le calcul du nombre de têtes de série non prises en compte par Moja. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de ne pas implémenter des modifications que l'équipe de développement Moja considère comme étant mineures,
ne pas les implémenter maintenant, ce qui ferait perdre du temps et qui retarderait encore peut-être la sortie de la version 100% Moja, quoi. Hein, donc l'idée, c'est que les mineurs, on les met de côté et on les intégrera lorsque la UI aura été supprimée. En fait, c'est l'idée principale. Donc, je vous le rappelle, justement, ces règles de calcul du nombre de têtes de série. J'en profite puisqu'on parle de ça. Alors, pour un groupe de poules, vous savez qu'il faut 2 têtes de série par poule. Pour un tableau intermédiaire, le nombre de têtes de série est égal au nombre de qualifiés sortants, quel que soit le type de tableau, hein, classique ou à section. Pour un tableau final, donc c'est ce que je viens de dire précédemment, le nombre de têtes de série, alors elle est longue, cette phrase, elle ne me plaît pas beaucoup, mais c'est le nombre de places disponibles autour où les joueurs les mieux classés et ou sont admis, divisé par 2. Et moi, j'aurais tendance à dire, pour faire plus simple, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord, c'est le nombre possible de parties autour où le joueur le mieux classé est admis. Le nombre de parties, plutôt que de dire le nombre de places divisé par 2, ben, ça revient au même pour moi. Hein. Mais bon, après... Donc, Oui, par c'est exemple... ça, Vincent. Ça me va bien. C'est très bien. Oui, ça te va. Bon. Parce que le nombre de places disponibles autour où le joueur le mieux classé sont admis divisé par 2, ouf. Bon, il faut prendre la respiration quand on le dit, mais ça me paraît compliqué. Donc, le joueur le mieux classé rentre en quart. Ben, en quart de finale, il y a 4 parties possibles, donc 4 têtes de série. Le joueur le mieux classé rentre en demi-finale. En demi-finale, il y a 2 parties possibles, donc 2 têtes de série. Et en finale, bien sûr, mais c'est quand même exceptionnel de faire rentrer un joueur en finale. Donc, il n'y aurait qu'une tête de série. Alors, dans Moja, hein, vous pouvez en laisser 5, 6 en quart de finale. Moja ne vous bloquera pas là-dessus, parce que la modification n'a pas été implémentée. Autre modification, alors qui est un peu plus lourde, hein, c'est un choix, mais c'était un moyen aussi de rappeler que dans les championnats individuels, depuis l'an dernier, dans les championnats de France individuels seniors, donc classés 4e série et 3e série, les ressortissants de l'Union européenne peuvent participer. Il ne faut plus impérativement être de nationalité française. Par contre, ça, ce n'est pas implémenté dans Moja non plus. Alors, je profite pour faire un rappel sur cette partie du règlement. Pour les non classés 4e série, alors les joueurs ressortissants de l'Union européenne pour participer au championnat individuel non classé 4e série doivent être classés, bien sûr, non classés 4e série et ne doivent pas avoir été seconde série et avoir été classé 15-4 ou mieux au cours des 15 dernières années. Vous voyez, c'est un peu compliqué à la lecture, hein, mais disons qu'un joueur ressortissant de l'Union européenne peut participer à un championnat individuel non classé 4e série, si bien sûr il est classé 4e série ou non classé, et qu'il n'a jamais été seconde série ou classé 15-4 ou mieux au cours des 15 dernières années. Alors vous allez me dire, mais on parle de classement, mais le classement à quelle date? Le classement, on va le voir plus loin. Alors, je vais directement. C'est le classement du mois de septembre de l'année sportive considérée dans laquelle va se dérouler le championnat individuel. L'an dernier, la base de classement était au 1er octobre. Bon, il a été mis au mois de septembre pour se caler sur le premier classement de l'année sportive. Donc, même chose pour les 3e séries. Les joueurs ressortissants de l'Union européenne peuvent participer au championnat individuel 3e série. Donc, si ces joueurs sont classés en 3e série, et s'ils n'ont jamais été classés de 6 ou mieux, et qu'ils n'ont jamais été 4-6 ou mieux au cours des 15 dernières années. Ça en fait des conditions. Donc, tout ça pour dire que les inscriptions, comme ça n'a pas été implémenté, seront à ces 2 championnats non classés 4e série et 3e série seront bloqués sur TENUP. Hein, le joueur ne pourra pas s'inscrire et ça sera à vous, juge arbitre, de forcer l'inscription dans la UI. Et plus tard, peut-être dans le full Moja, lorsque la UI sera supprimée. Mais plus tard, en fait,
il sera possible que les joueurs s'inscrivent dans TenUp lorsque la modification applicative aura été faite, en fait. Hein. Alors, Moja, les référents. Alors, qu'est-ce qu'un référent Moja? Hein, c'est le contact, je dirais que c'est le contact de premier niveau du juge arbitre pour toute question ou problème relatif à Moja. Hein. Donc, vous avez une question, Moja qui ne fonctionne pas comme vous le pensez, alors que comment je peux faire ça? Ou alors un problème, hein, Moja qui plante, hein, enfin, ça arrive, hein, malheureusement, de temps en temps, hein, comme toute application informatique. Donc, si vous contactez le référent Moja, ben, faites-le de préférence par email, parce que si il arrive à répondre à votre question ou à votre problème, tant mieux. Mais s'il doit transférer la question ou le problème à l'équipe support FFT, ben, si vous lui avez fait un mail expliquant, détaillant bien de quoi il s'agit, et si c'est un problème, pensez à préciser le numéro d'homologation, en fait. Ça peut servir parce que la FFT le demandera systématiquement. Ça évitera au référent de revenir vers vous et qu'il y ait trop d'aller-retour et donc de perte de temps, surtout pour vous, parce que si vous êtes bloqué dans votre tournoi, il faut essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible. Donc, pensez à renseigner le maximum d'infos. Des copies d'écran aussi sont les bienvenues. Donc, l'idée, c'est de faire tout ça par mail, hein, de communiquer par mail. Et donc, avec le maximum d'informations, de façon à ce que, bon, le référent puisse regarder. Et puis, si ben, il ne trouve pas la raison du problème, le transférer à l'équipe support FFT. Alors, la liste des référents, vous la retrouvez dans l'AEI pour le moment. Après, je ne sais pas, lorsque l'AEI aura disparu. Sur le menu de gauche, au bas de l'écran, vous avez documentation et une note de version. Et là, vous arrivez à sortir cette liste à ce jour de référents par département et pour la Ligue. Donc, voilà. Le dernier point, documents et sites ressources. Vous avez tous ces documents à votre disposition. Le guide sportif, excellent document réalisé par l'équipe de Benjamin, donc Antonin et Benoît, et Benjamin, bien sûr. Donc le guide sportif qui contient tout ce qui concerne la compétition, en fait. Hein. Vous trouvez tout. Hein. J'aurais envie de dire c'est la Bible, mais je me méfie parce que ça a une connotation. Donc maintenant, il faut rester prudent. Le guide PAC arbitrage, alors guide est créé à l'initiative de la CRA, hein, donc Olivier qui est présent a insisté pour qu'au sein de la CRA, on ait un document qui définisse, qui fasse office de règlement quoi, vis-à-vis de l'organisation et du fonctionnement de la commission d'arbitrage au sein de la Ligue PACA et les règlements sportifs 2025. Hein, donc, si vous cliquez sur ce qui est dans la partie bleue, vous accédez directement au guide, hein, donc soit au guide sportif, soit au guide PAC arbitrage, soit au règlement sportif 2025. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Les sites ressources, alors l'excellent site web de la Ligue PACA, qui a été revu et qui, je trouve, a une navigation beaucoup plus aisée quand on cherche une information. C'était un petit peu plus compliqué avant, enfin c'est mon avis, hein, c'est personnel. Et là, actuellement, enfin, ça a été bien pensé, je trouve. Et donc, si vous cliquez sur le lien, enfin, le Ligue PACA souligné, là, en bleu, vous arrivez sur le site. Et n'oubliez pas le site Mon Espace Arbitrage, auquel vous pouvez accéder en utilisant votre identifiant et votre mot de passe TenUp. Et celui-ci contient aussi une mine d'informations, hein, donc tous les formulaires, les publications, les règlements, même du pickleball, tout est pratiquement à jour. Hein, je pense que après il y a des documents qui n'ont pas été revus. Hein, quand on pense au guide du GAE par exemple, ben, il date de 2022, mais bon ça veut dire peut-être aussi qu'il n'y a pas de changement majeur depuis, quoi. Mais disons que sinon, tous les documents qui figurent sur mon espace arbitrage sont les derniers publiés, on va dire. Et voilà pour... bah, c'était un peu long peut-être, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
En tout cas, bravo Vincent, on avait annoncé 20h, il est 19h53. 7 Oui, minutes, 7 minutes pour faire des questions-réponses. Quand, au bout d'une heure et quart, j'en étais à la diapo 17, je me suis dit, bon, ça, on va être dans le mur. Là. Mais... On a tous eu peur, mais tu as très bien géré. On est dans les temps. Alors, je regarde dans la conversation, il y a le 04 qui nous dit au revoir avec Mika. Ils étaient 10, 15 du 04 à être là. Donc, merci et bonne soirée à tous. Sophie qui te dit, c'était juste parfait. Merci Vincent. Et je regarde si on a des questions dans le chat. J'ai Jean-Paul Houdaille. Ah. Tu ne m'avais pas donné la question avant, Jean-Paul. J'espère que je vais avoir la réponse. Non, je voulais juste parler, bonjour à tous, Bonjour. Bonsoir. du paiement en ligne. Est-ce qu'il existe un mode d'emploi, des tutos? Parce que là, j'essaie de mettre en place ça sur un prochain tournoi et il semblerait qu'il y ait quelques soucis. Ça permet de répondre, hein, Vincent. On a Jean-Paul à la Ligue, un service digital, communication ad hoc. Et on avait Karine Pierson qui s'en occupait, qui a été remplacée par Alexandre Taguig et qui a des guides et qui fait aussi des formations pour aider. Souvent, ça part du club qui, eux, doivent configurer dans ad hoc le paiement en ligne. Après, ça remontera directement au juge arbitre. Donc, n'hésite pas, Jean-Paul, avec le club, à contacter directement ce service. D'accord. Tu peux me rappeler le nom, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Alexandre Taguig, et tu peux me faire un texto ou un mail et je te redirige vers lui, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. On avait également François Tallement. Oui, bonsoir à tous. Concernant la mixité, pour les jeunes, c'est jusqu'à 18 ans et ça concerne donc les 5e, 4e séries sur orange, vert et jaune, c'est bien ça? C'est ce que Vincent a dit, oui. Oui. Enfin, avec ce que tu as complété, ce que tu as précisé, Benjamin, mais oui, c'est ça, oui. D'accord, merci. On a Elie Benadi qui a une question. Bonsoir, oui, j'ai une petite question. On avait eu un petit problème avec Olivier. C'est à propos du tableau final. Donc, dans le cas où on opte pour un tableau à départ en ligne qui privilégie le tirage au sort. Donc, tu as dit qu'on pouvait faire jouer 2 qualifiés l'un contre l'autre. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette version. Olivier devait en parler en CFA. Je ne sais pas si ça a été fait. Je ne sais pas si Olivier est encore là, si tu nous entends, Olivier. Oui, je suis là. Je te rassure, Élie, je le fais changer. Je suis en train de le faire changer. Okay. Après, que ce soit acté, pas acté, je reviendrai vers vous pour le dire. Pour le moment, ce n'est pas acté. Hein. Ce n'est pas acté. Toujours est-il que sur Moja, tu peux le faire, même si effectivement, stricto sensus, comme tu le dis, il faudrait que ce soit privilégié le tirage au sort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux faire un tableau juste avec 2 qualifiés que faire l'inverse. Voilà, c'était dans ce sens-là. Mais j'œuvre en tout cas pour que ça soit modifié, tout comme le fameux Lucky Loser à tous les tours que j'espère bien faire passer pour la saison 2026. Voilà. Parenthèse est faite. Ok, parfait. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a dans le chat, serait-il possible de faciliter l'envoi des fiches de pénalité avec, par exemple, un Google Form ou un formulaire Teams qui nous ferait gagner du temps en plein tournoi? C'est souvent chronophage, donc difficile de les transmettre en temps voulu. On va se renseigner, nous, du côté de la Commission régionale des litiges. Est-ce que c'est éligible recevable pour eux d'avoir un formulaire qui serait rempli, ou est-ce qu'il faut forcément le document fédéral de la fiche de pénalité? Il faut forcément le document, on va faire en sorte de vous le rendre saisissable facilement via PDF et nous l'envoyer. Je me renseigne là-dessus. Je ne sais pas si tu as l'info. Je m'avance pas trop, mais de mémoire, en fait, tout ce qui est juridique, j'avais en tête que c'était possible de faire sur papier libre, c'est-à-dire qu'il existe des formulaires à chaque fois dédiés pour faciliter, mais je sais que moi, j'ai déjà envoyé une fiche de pénalité parce que je n'avais pas le formulaire sur papier libre. En fait, à partir du moment où il y a toutes les infos qui sont dessus, c'est ça qui fait foi. Donc, j'imagine mais effectivement, comme tu le dis, c'est à confirmer. Alors, il y a Michel qui est peut-être encore en ligne, à confirmer, mais c'est vrai que je rejoins cette remarque. Tout ce qui peut aller dans le sens d'une saisie plus facile va dans le bon sens. Donc, et surtout, en plus, ça permettrait que ce soit informatisé.
J'imagine que quand la CRL reçoit des fiches de pénalité écrites, manuscrites, là, comme on a vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un mail qui est arrivé suite à un problème en championnat, c'est quand même plus facile à gérer. Donc, si la CRL dit oui, je pense que ça peut être une très bonne chose. Ouais. Très bonne remarque. Si je peux me permettre. Michel a noté. Oui, j'ai noté, mais surtout, on attend aussi quand même les élections pour savoir si la CRL qui est actuelle va rester la même, parce que ça compte aussi. On peut disparaître, hein. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, tu disparaîtras jamais. On peut aussi. On est en train de réfléchir justement pour faire quelque chose un petit peu uniformisé, pour qu'on ait vraiment les bonnes infos et les bonnes choses comme ça. Donc, je le fais remonter de mon côté. Il n'y a pas de souci. Super, merci. Merci, Michel. Est-ce que 19h59, on est très bon dans le timing. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois dans le chat, il y a beaucoup de merci et bonne soirée à tous. Dans tous les cas, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Je rappelle le mail compétition@paca@fft.fr et on pourra faire passer derrière, si besoin, à la commission régionale d'arbitrage